Cette semaine encore, les mandats présidentiels ont fait le débat. Mais en attendant, d'ici 2024, date de la prochaine élection présidentielle, l'actuel chef de l'État sénégalais devra tenter de résoudre plusieurs équations politiques. Déjà sur le HCCT, vous avez eu la dernière information. Aminata Mbengue Ndiaye est nommé, remplacé au gouvernement par Ali Ndoye au poste de ministre de l'économie maritime. On y reviendra peut-être au cours de cette émission. D'ici 2024, donc, Macky Sall va régler des équations économiques et sociales. Le logement, par exemple. Et lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, mercredi, Macky Sall a reconnu, dans une forme apparemment voilée, il a reconnu le fiasco de la baisse des loyers qui avait été décidée en janvier 2014. Bonjour Abdou Karim Fofana. Bonjour Babacar Fall. Merci d'accepter de passer devant le grand jury d'RFM. Les prix des loyers, c'est par définition une question prise en charge par le ministère du Commerce, mais ça demeure la problématique du logement que vous avez dans votre portefeuille ministériel, le logement. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette décision de baisser les loyers il y a 5 ans? D'abord, il faut parler de l'initiative présidentielle. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014? On a beaucoup de nos compatriotes qui ont souffert des activités spéculatives sur le marché de l'immobilier, c'est-à-dire des tarifs de l'immobilier, des tarifs de location qui sont passés à des niveaux élevés qui n'étaient plus corrélés à la réalité de notre économie. Et le président de la République a voulu corriger, il a voulu aussi soulager les familles sénégalaises. Et sur ce point-là, il est normal que 5 ans après qu'on évalue. Il n'y a pas d'aveu d'échec sur ce sujet-là. Moi, j'ai vu beaucoup de Sénégalais qui ont bénéficié de ces baisses. Et il y a eu une baisse qui est corrélée au niveau du loyer que je payais. Mais il y a aussi des mesures qui n'ont pas été opérantes. On a noté que certains bailleurs ont préféré peut-être quelquefois pousser leurs locataires à la résiliation du contrat et refaire de nouveaux contrats sur la base de tarifs qui étaient jugés excessifs. C'est la raison pour laquelle, pour toute politique publique, quelques années après la mise en œuvre, il y a une nécessité d'évaluation. Voir ce qui a marché, le renforcer, et voir aussi ce qui n'a pas marché et le corriger. Et c'est le sens de cette mesure. J'aimerais vous dire un peu, Babacar, aussi, qu'il ne faut pas oublier que l'objectif du président de la République va au-delà de la baisse du loyer. C'est d'avoir une politique de logement qui permette à nos compatriotes de devenir propriétaires. Donc c'était une mesure de mitigation des effets spéculatifs. C'est l'un des thèmes, le logement accessible. Voilà. C'est l'un des thèmes de cette émission. Mais vous êtes le ministre du logement. Comment en est-on arrivé à cette inflation démesurée sur des prix des loyers? Votre ministère a-t-il travaillé sur la question pour comprendre? Oui, naturellement, il y a plusieurs facteurs. Il y a problème, je ne le nie pas. D'abord, on a vécu la période de la crise ivoirienne qui a peut-être envoyé beaucoup d'institutions internationales au Sénégal, mais il y a aussi des facteurs naturels. Il y a une chose, Dakar ne peut pas s'étendre ni au nord, ni à l'ouest, ni au sud. Dakar ne peut s'étendre que vers l'est. Donc, il y a une politique de logement à mettre en place parce que les mesures de mitigation, nous en avons prises, mais elles ne sont pas suffisantes. Ce qu'il faut, c'est aller vers une politique d'accès au logement de nos populations. Ouais. La région de Dakar, qui concentre 26% de la population du pays sur 0,28% du territoire national, on comprend aisément la densité assez exponentielle pour parler démographie dans la capitale. Il s'y ajoute aussi que l'essentiel des activités économiques du pays sont concentrées également dans Dakar. Tout ça fait qu'on a en face de nous un cocktail explosif. Les logements sociaux, vous en parlez. Où en êtes-vous avec le projet de construction de 100 000 logements sociaux à Daga-Kholpa? C'est très éloigné d'ici. Daga-Kholpa, c'est l'un des 4 projets de nouveaux pôles urbains avec Diamniadio, le Lac Rose et Yen. Ces 100 000 logements sociaux, ils vont être construits à partir de quand? D'abord, il faut noter une chose. La politique zéro bidonville, c'est une politique qui ne concerne pas seulement la construction de logements. C'est d'abord éradiquer les bidonvilles. Figurez-vous, il y a aujourd'hui 9000 hectares de bidonvilles dans l'étendue du territoire, puisque nous ne concentrons pas nos actions publiques seulement sur l'axe Dakar-Thiès-Mbour ou sur la capitale. Nous travaillons pour tous les Sénégalais, que ce soit à Kaolack, que ce soit dans le nord, à Saint-Louis. Vous avez vu des images terribles l'année dernière de personnes qui étaient dans des situations de faktek. Donc, aujourd'hui,
ce qui se fait, c'est que le programme Zéro Bidonville vise à éradiquer les bidonvilles. L'État du Sénégal a déjà pris le taureau par les cornes. À Liberté 6 Baraka, vous avez vu qu'il y a une zone habitée par des populations de façon irrégulière et de façon précaire. L'État du Sénégal a mis en place un programme de partenariat public-privé qui permet à ces promoteurs de développer de l'immobilier, de reloger les personnes in situ et de vendre le surplus d'appartements pour peut-être rentabiliser leur opération. Mais après, il faut noter une chose. Nous avons une bonne partie des populations sénégalaises qui se transmettent de façon intergénérationnelle le statut de locataire. Et c'est cette chaîne-là de précarité que le président veut briser. Il faut faire en sorte que le logement soit accessible et décent. Et il ne faut pas seulement se limiter à Dakar. Il y a 60% du programme qui est destiné à la zone Dakar-Thiès-Mbour, ce triangle-là. Et après, 40% du programme dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants. Vous voyez, par exemple, autour de Diourbel ou de Touba, il y a un dynamisme économique et des gens qui sont solvables économiquement pour acheter un logement, mais peut-être qu'ils ne répondent pas aux critères des banques pour payer leur logement sur 10 ans ou 15 ans. Il y a la zone du Saloum, autour du bassin arachidier, la zone de Saint-Louis et d'autres pays. Donc, le programme 100 000 logements, ce n'est pas seulement un programme destiné à la région de Dakar. Daguerolpa, on en parle. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui où en est le projet de construction de ces logements sociaux? Alors, d'abord, Daguerolpa, c'est un pôle urbain. Mais le programme des 100 000 logements ne se réalise pas seulement dans les pôles urbains. Il y a un dispositif hors pôle qu'on appelle un dispositif communal. C'est ce que vous avez vu à Notre Diobas, par exemple. Notre Diobas, c'est à l'entrée de Thiès, puisque Dakar, on ne parle plus de la région de Dakar maintenant. On parle du triangle Dakar-Thiès-Mbour, parce que ce sont les plus grandes agglomérations qui concentrent des populations. Donc Notre Diobas et Mont-Roland, ce sont les premiers projets. Mais il y a aussi toutes ces communes qui sont sur l'axe de l'autoroute à péage. Kermousse, nous avons Diamniadio. Nous avons aussi la commune de Sébikotane. Un peu plus au nord, nous avons Déni-Biram-Ndao-Diacksao, nous avons Bambilor-Diacksao et Déni-Biram-Ndao. Donc ce sont des zones que nous allons structurer, organiser avec des promoteurs. Vous avez parlé tout à l'heure de paiement. Attention, le programme 100 000 logements n'est pas de la commande publique. Il faut que ce soit clair. Souvent, je reçois beaucoup de personnes, j'ai des partenaires, nous pouvons réaliser 10 000, 20 000 logements. Vous facilitez à des... C'est de la privés. facilitation. Ouais. C'est-à-dire l'État met en place, hors des pôles urbains, un schéma de contractualisation tripartite. L'État pousse les communes à mettre du foncier disponible, parce que vous avez parlé tout à l'heure du problème du logement, c'est que le foncier, lorsqu'il va à des populations à revenus modestes, souvent il n'est pas donné à titre non onéreux. Donc ce que nous voulons, c'est faire en sorte que les communes mettent à disposition du foncier aux promoteurs et que l'État aussi enjoigne les promoteurs, encadre leur travail de façon à ce que les prix ne soient pas excessifs et que les logements destinés aux Sénégalais... Les promoteurs privés immobiliers se manifestent? Est-ce qu'ils sont chauds d'aller à Daguerolpa, à Mont-Roland pour construire des logements sociaux? Naturellement, nous avons même des promoteurs jusqu'à Ronk. Vous connaissez Ronk? C'est dans le nord du Sénégal. C'est la zone où 20% du riz sénégalais est produit. Nous avons aujourd'hui des promoteurs qui agissent là-bas et qui ont un programme de 1000 logements pour des producteurs. Il y a des producteurs sénégalais qui ont 5 hectares d'espace de culture, qui font 8 tonnes par hectare et qui ont un revenu peut-être moyen de 2 millions par an. Ils ont la capacité de payer un logement social, mais ils n'ont pas la structuration nécessaire qui leur permet d'avoir un crédit bancaire et de le payer sur 10 ans, 15 ans. Ce que je voulais dire, Babacar, sur ce sujet, c'est important, c'est que l'objectif du président de la République est de faire en sorte que chaque Sénégalais qui paye un loyer entre 60 000 et 100 000 puisse convertir ce loyer en une redevance acquisitive, c'est-à-dire acquérir par le loyer qu'on paye aujourd'hui. Et je pense que c'est une mesure salutaire. Ce n'est pas seulement une question de... La méthode classique de la location-vente. Voilà, la méthode classique de la location-vente, mais la location-vente, elle a opéré dans les années 60-70 parce qu'il y avait le soutien de la France et de la Caisse qui était basé sur les échanges avec l'arachide. Mais aujourd'hui, nous devons avoir des méthodes innovantes. C'est la taximent, le fonds de garantie du logement, le FOGALOC ou le fonds de l'habitat social, qui nous a permis dès cette année de lever avec la taximent 15 milliards. Et avec l'effet de levier, nous pouvons avoir 100 milliards avec les banques et garantir au moins 10 000 logements. Nous allons continuer avec le fer et d'autres matériaux de construction. Quels sont les standings de ces logements sociaux
quelles sont les conditions d'acquisition, même si ce sont les privés qui vont construire, vous allez encadrer l'État en droit de regard? Non, l'État encadre, parce que nous faisons de la facilitation. Les communes ne vont pas donner leur foncier gratuitement pour que les promoteurs nous imposent des prix qui ne soient pas corrélés aux bourses des Sénégalais. Notre objectif, c'est d'avoir des logements entre 10 millions et 12 millions. Ce qui permettrait aujourd'hui à un Sénégalais qui paye 60 000, 65 000, 70 000, 75 000, 80 000, jusqu'à 100 000 francs, de garder le même niveau de loyer et de devenir propriétaire sur 15 ans ou 20 ans. C'est cela l'objectif. Maintenant, il y a aussi une problématique. Ce sont les Sénégalais de l'extérieur, nos braves compatriotes qui se lèvent tôt, qui sont éloignés de leur famille, qui travaillent et souvent qui perdent la confiance des promoteurs au Sénégal ou de leur famille auxquels ils envoient des sommes d'argent pour leur construire leur logement. Nous sommes en train de travailler avec mon collègue des Sénégalais de l'extérieur sur un dispositif de création d'un segment de logement des Sénégalais de l'extérieur avec des tarifs qui sont peut-être particuliers, peut-être parce qu'ils ont un pouvoir d'achat plus élevé, mais aussi travailler à ce que le processus soit sécurisé. Parce que tout le monde se rappelle de l'histoire de Namora, qui a été une histoire douloureuse et pour laquelle aujourd'hui l'État doit prendre ses responsabilités et mettre en œuvre sa responsabilité préventive vis-à-vis des Sénégalais de l'extérieur. Les projets et programmes de Macky Sall, beaucoup d'interrogations sur le timing, rythme d'érection et d'exécution de ces projets très, très longs. Oui, mais il n'y a pas de lenteur. Nous avons géré les sphères ministérielles de Diamniadio en 2 ans. Nous avons réalisé 100 000 mètres carrés d'espace de bureau. C'est parce que les Sénégalais ont le savoir-faire et les Sénégalais, lorsqu'ils sont mis au pas, travaillent convenablement. Au Sénégal, qu'est-ce qui a été réalisé? Vous avez vu le PUDC. Ça a été réalisé en 2 ans. On a réalisé ce qu'on n'a pas réalisé pendant 10 ans ou 15 ans. Vous avez vu pendant ces 7 dernières années, ou même les 5 dernières années, entre 2014 et 2019, par exemple, le taux d'électrification rurale est passé de 24% à 40%. Vous vous rendez compte? Le président Abdou Diouf, le président Senghor, le président Abdoulaye Wade, 14% d'électrification rurale ou 24% d'électrification rurale, et le président Macky Sall tout d'un coup 15% de plus. Ça montre que si l'on organise l'administration et si on lui donne les moyens, on arrive à faire des résultats. Maintenant, il y a des projets complexes. Par exemple, le TER est un projet complexe. Ça ne s'est jamais fait dans des pays comme le nôtre. Vous allez dans des pays comme la France, je me rappelle de la rénovation de l'université de Juissieu. Ça a pris presque 10 ans avec des retards, avec des surcoûts. Donc ce n'est pas du nouveau. Mais au Sénégal, on a il faut en même temps prendre les bons exemples. Oui, mais je donne un exemple quand même d'un pays développé. Ça veut dire que le Sénégal n'est pas seul sur des sujets où il y a des retards sur des gros projets. Les projets complexes ne s'appellent pas ou ne sont pas qualifiés de projets complexes juste parce qu'ils le sont. C'est parce que la complexité est un des points très durs sur la gestion de ces grands projets. Le TER va démarrer ses rotations fin novembre. Il faut dire la vérité, je ne pense pas que ça va démarrer en fin novembre, mais il faut d'abord saluer l'initiative. Il y a 800 000 Dakarois qui font la navette entre Dakar... On a donné la date du 30 novembre, vous venez dans cette émission pour remettre ça en cause. Oui, parce que la date du 30 novembre, ce n'est plus possible. Il faut s'en rendre compte aussi. Quelquefois, on énonce des choses, on a la volonté de le faire et à date échue, ça n'arrive pas. Il faut avoir de la tolérance aussi. Nous ne sommes pas Superman. Nous avons des politiques publiques et des projets complexes avec beaucoup de prestataires. Donc, si à un moment donné, nous n'y arrivons pas, ça va faire le deuxième ou troisième deadline que vous ne respectez pas. Oui, mais parce que c'est la première fois qu'on a un projet de cette taille-là. Il est normal, quelquefois, qu'on ait de la tolérance. Vous savez, le plus difficile, c'était de prendre les décisions. Le plus difficile, c'était d'avoir les financements. Aujourd'hui, à 3 mois, 4 mois ou 5 mois de plus, je ne vois pas la différence. Le plus important, c'est que nous allons sortir les Dakarois de l'usage de transport en commun dans des conditions précaires. Nous allons faire en sorte aujourd'hui... Qu'est-ce qui ne marche pas avec le TR? Non, mais c'est un projet complexe. Je ne dirige pas le projet du TER. Je sais que mon ami Muntagassi et les équipes de l'APEX sont très promptes à travailler sur des sujets comme ça et ils sont très professionnels. Mais n'oubliez pas, l'autoroute à péage de Abdoulaye Wade a été réalisée sur presque 10 ans. Donc ce sont les projets complexes et il peut y avoir des dysfonctionnements. Donc il faut qu'on assume aussi cette part de difficulté et que peut-être que d'ici le début de l'année, le TER fonctionnera. De toutes les façons, les tests sont en cours et certains travaux sont en finition. N'oubliez pas aussi qu'il y a eu beaucoup de recours sur les questions des gares et autres parce que ce sont des appels d'offres quand même, malgré tout ce qu'on nous en a dit. Vos adversaires ont déjà dit que
le président a réceptionné le TR avant la présidentielle. C'était juste en fond de commerce politique parce qu'on préparait une présidentielle. Ils ont raison aujourd'hui. Vous savez, Babacar, les Sénégalais sont assez intelligents et je pense qu'ils ne sont pas... ils sont doués de raison. Donc, le président a réceptionné du matériel roulant. C'est la première fois qu'au Sénégal, qu'on avait du matériel de ce type-là. Il était normal quand même de marquer l'histoire. Maintenant, le fonctionnement de toutes ces infrastructures, ça peut prendre un peu de temps. Il faut s'attendre que d'ici le début de l'année 2020, qu'on y arrive enfin. L'autre dossier chaud, Abdou Karim Fofana, posé sur votre table dès votre nomination, c'est celui du désencombrement des rues et autres espaces publics. Constat, ce n'est pas évident. Tâche difficile. Très difficile, Babacar. J'en conviens, très difficile. Moi-même, je découvre des choses peut-être qui n'étaient pas aussi évidentes. Mais le plus difficile, encore une fois, c'est d'avoir la volonté. Le plus important, c'est de se dire qu'il y a des choses à changer dans notre société et dans notre pays. Et moi, je remercie encore le président de la République de m'avoir fait confiance sur ces sujets-là, puisque on se rend compte que nos espaces urbains sont encombrés, occupés et donnent une mauvaise image de notre pays. Et je donne l'exemple du marché Castor, quand même, où on a failli avoir des drames humains, des populations autochtones qui voulaient en venir aux mains avec des commerçants parce que il y a des heures où les camions de légumes arrivent et se répartissent les légumes de 3h à 5h à 8h du matin et que les populations ne puissent pas dormir. Et tout cela, c'est la responsabilité de l'État. Donc, à un moment donné, il faut savoir mettre en œuvre la responsabilité préventive de l'État, savoir organiser l'espace urbain. Donc, c'est pas évident, mais nous avançons petit à petit. Je puis vous dire, par exemple, que cette semaine, nous avons fait des opérations sur l'ancienne piste de la VDN et il y a même eu des arrestations pour la première fois. Nous avons 11 personnes qui ont été arrêtées et ça va continuer. Nous sommes encore fermes sur ces questions-là. S'il y a des occupants qui ont été sommés, qui reviennent occuper ces espaces-là, il y aura de la résistance. Oui, il y a de la résistance, ce qui est tout à fait normal, mais ce sont des politiques publiques et la fermeté de l'État doit être sentie de ce point de vue. Nous sommes déterminés en tout cas à rendre nos espaces publics libres, à créer un cadre de vie peut-être plus agréable pour nos populations et aussi à aider ces populations quand même. De façon précise, qu'allez-vous faire avec ceux qui résistent à quitter ces endroits-là après sommation, après plusieurs interpellations? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Nous sommes en train de mettre sur place ce qu'on appelle un projet de loi. Le projet de loi pour la lutte contre l'insalubrité et les encombrements. Ce projet de loi prévoit de durcir les sanctions financières. Et puis nous avons noté aussi qu'au-delà du désencombrement, le problème de la salubrité de nos villes, c'est le problème de l'ensablement. Et c'est le problème des gravats de chantier. Nous le voyons partout à Dakar. Tous les chantiers font du dépotage de gravats devant leur chantier. Il n'y a pas d'horaire de collecte et ce genre de choses. Nous allons sévir financièrement. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce qu'il n'y a pas de dépotoir pour ça? Il n'y a pas de dépotoir pour ça. Attention, mais on s'arrange toujours pour aller le jeter à la mer. Alors qu'il y a des zones de dépotage hors de Dakar, hors de la capitale. Mais nous allons organiser tout cela. Le projet de loi a été transmis au secrétariat général du gouvernement pour circularisation et dans quelques semaines ou quelques mois, nous irons devant l'Assemblée pour défendre ce projet de loi qui va changer aujourd'hui la réglementation, mais aussi permettre aux Sénégalais de savoir qu'il y a maintenant une force de répression sur ces questions. Ce qui nous pousse à aborder une autre question tout aussi importante, les villes sénégalaises, la capitale, pour donner cet exemple-là, qui étouffe pas beaucoup d'espaces verts, par exemple. En journal, on parle d'ailleurs ce week-end. Résultat de l'énorme pression démographique et foncière. Oui, c'est le résultat de nos politiques publiques depuis les indépendances. Beaucoup de personnes habitent à Dakar parce que les activités économiques sont ici. Mais les activités économiques sont aussi orientées à Dakar parce que les infrastructures sont à Dakar. Nous faisons un effort pour sortir un peu de Dakar et aussi investir dans d'autres zones que Dakar. Par exemple, les ressources minières et autres, vous avez vu, c'est dans d'autres zones. Et l'État va accompagner le développement de ces activités avec ce qu'on appelle le développement urbain. Mais il y a aussi un problème, hein, il faut l'avouer. Au Sénégal, il n'y a que 7% des communes qui disposent de documents de planification urbaine. Et ça, c'est l'un des points sur lesquels je compte vraiment travailler l'année prochaine, si Dieu nous prête longue vie et que nous sommes encore ici. Parce que la planification urbaine est la base de l'occupation des espaces. Lorsque vous avez un PUD qui vous permet de dire où doivent se trouver les mosquées, où doivent se trouver les espaces verts,
où doivent se trouver les écoles et les habitations, il n'y a pas une seule chance que l'occupation se fasse de façon irrégulière et de façon sauvage. Donc il faut que le Sénégal mette davantage de moyens humains et financiers sur la planification urbaine, et ça nous permet aussi d'éviter des phénomènes naturels, avoir des impacts négatifs des phénomènes naturels, par exemple les inondations. Vous ne verrez jamais une zone avec de la planification urbaine qui est victime peut-être des inondations et des intempéries. Mais à chaque fois qu'il y a une occupation spontanée, irrégulière, non planifiée, ça finit toujours par des désastres comme cela. Vous parlez d'intempéries. On a connu récemment un phénomène des panneaux publicitaires dans Dakar arrachés par un orage. On a l'impression que l'État n'a pas été très regardant sur ça. L'implantation et les conditions de fabrication de ces panneaux publicitaires, le pire peut-être a été évité, mais on a frôlé quand même la catastrophe avec ça. Ça, l'État ne regarde pas. Oui, mais ces problèmes des intempéries, nous l'avons vécu partout dans le monde, aux États-Unis, dans des pays européens, dans des pays voisins et au Sénégal, des pays qui sont plus développés. Et nous l'avons même vu au centre-ville de Dakar, même devant l'Assemblée nationale, il y a eu des baobabs, des fromagers qui ont été déracinés. Donc c'est une force de la nature qui ne pourrait pas peut-être laisser des panneaux publicitaires. Cependant, la question des panneaux publicitaires à Dakar et dans d'autres villes sont un problème. Et le président de la République tient vraiment à ce que la main soit reprise sur ces questions-là, puisque, vous l'avez vu, on ne peut pas être dans une capitale ou dans des villes où chaque 30 mètres, il y a un panneau. Il faut que la réglementation soit améliorée, mais aussi qu'il y ait des concertations afin qu'on puisse avoir des règles claires, des règles opérantes, mais aussi des règles efficaces pour tout le monde. Le marché Sandaga. On avait annoncé sa démolition en son état actuel pour le refaire. Oui, vous savez, j'avais vendu une méthode. J'avais promis une méthode aux Sénégalais à mon arrivée. J'avais dit qu'il nous fallait du déglou, du disso et du dieuf. Déglou, c'est de l'écoute. Disso, c'est de l'échange. Dieuf, c'est l'action. Avec le marché Sandaga, nous avons écouté. Nous avons échangé et nous avons pris des décisions. Les commerçants nous sont revenus avec des documents en nous indiquant que nous avions pris en compte 300 commerçants qui étaient dans des cantines et peut-être il y en avait 500. Et on a proposé des lieux de recasement, par exemple le centre commercial d'Ilimbey qui appartient à la ville de Dakar, et ils n'ont pas été satisfaits par cet espace-là. Quand on a visité, nous avons vu quand même que les espaces de circulation étaient assez serrés, assez étroits et pouvaient peut-être mettre en danger et ne pas respecter les règles de sécurité. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'il y a une concertation de bonne foi, je ne vois pas l'utilité d'utiliser le bulldozer. Comme la discussion a été franche et la discussion a été teintée de bonne foi, nous avons pris la peine de reculer sur cette question-là et de préparer maintenant le recasement. Nous sommes d'accord avec les commerçants de Sandaga sur un recasement. Un recasement où, derrière la BHS, sur un site de plus de 3000 m² dans le champ de course. Nous sommes dans les procédures de passation de marché. L'ex-champ de course. Derrière le quartier Gibraltar. Voilà, derrière le quartier Gibraltar. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une procédure de passation de marché pour respecter les règles et permettre de mettre sur place des cantines unifiges qui nous permettront de délocaliser le marché. Mais après cela, nous démolirons le marché pour le reconstruire au bonheur de tout le monde. Vous donnez quel délai pour ça? D'ici la fin de l'année ou le début de l'année, vous savez, souvent, on a notre volonté, mais la DCMP n'est pas liée par l'administration. Tous les dossiers ont été déposés, l'attribution des marchés, parce qu'il faut respecter toutes ces règles. Mais nous sommes déterminés, Babacar, à faire respecter la responsabilité préventive de l'État. Sandaga, c'est quelque chose de très sérieux. Si vous entrez dedans, vous allez voir que tout ce que disent ces rapports de la protection civile mettent en évidence des difficultés. Ce bâtiment-là est impropre à l'occupation, mais il faut négocier et laisser la place aux échanges. Et aujourd'hui, les commerçants de Sandaga sont d'accord, mais à condition que les espaces d'occupation et de recasement soient aux normes. L'hygiène publique, c'est l'autre important domaine dont le ministère que vous dirigez a la responsabilité. Le pays est sale. Oui, je le confirme, notre pays n'est pas très propre. Cependant, il y a des mesures à prendre et je pense aussi qu'il faut féliciter le président de la République parce que parmi tous les candidats en 2019, il a été le seul dans son programme à évoquer des questions de fond, des questions de société. D'abord, la reforestation, le PSE vert. Vous avez vu qu'on nous a dit que le Sénégal perdait à peu près 40 hectares de forêt chaque semaine ou chaque mois. Et aujourd'hui,
la question de la propreté aussi, la question du traitement de nos déchets. Quand on parle de Sénégal zéro déchet, souvent les gens, nos compatriotes pensent peut-être à raison que c'est juste une opération de set setal qui doit se faire tous les jours, toutes les semaines, alors que ce n'est pas le cas. C'est d'abord une question de changement d'approche sur la gestion des déchets. N'oubliez pas, depuis 1960, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons une politique de collecte et de décharge des déchets. Ce qui nous a donné aujourd'hui la situation écologiquement dramatique de Mbebes. Oui, aujourd'hui, la célèbre décharge d'ordures de la région de Dakar, située dans la commune de Kermassar, qui va bientôt avoir 50 ans, figurez-vous, parce que Mbebes a été ouvert en juin 1970. Cette décharge d'ordures pose depuis plusieurs années maintenant un sérieux problème de santé publique. Un problème environnemental, je vous rejoins. Mais aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle. C'est que l'État du Sénégal a introduit un dossier, un programme qui s'appelle le programme de promotion et de la modernisation de gestion intégrée des déchets. Qu'est-ce qu'il y a dans ce programme? Il y a d'abord... C'est un autre problème, là. Oui. La modernisation de la gestion des déchets. Oui, mais avec Mbebes, ça va de pair. Parce qu'au-delà de la promotion de la propreté, faire en sorte que l'espace public soit respecté, que chaque Sénégalais sache comment gérer ses déchets à la maison, comment faire le tri sélectif, il y a aussi un autre problème. Comment traiter nos déchets et en faire une activité économique. Des alternatives avaient été agitées ces dernières années, alternatives comme la construction de centres d'enfouissement technique des déchets domestiques ou industriels. Oui. D'ailleurs, le concept a évolué puisqu'on parle désormais de centres de stockage des déchets ultimes. Vous parliez de tri tout à l'heure. Oui. Pourquoi le Sénégal n'y parvient toujours pas? Mais le Sénégal est en train de formuler, parce que attention, ce sont des investissements très importants. Et le Sénégal a une particularité. Les pays en développement ont une particularité. Nous sommes un pays sahélien et lorsqu'on fait la caractérisation de nos déchets, nous avons à peu près plus de 50% de nos déchets qui sont des particules fines. Des particules fines qui ne sont pas valorisables, de la poussière, du sable et autres. Je reviens de Clermont-Ferrand la semaine dernière. Je suis allé dans une zone à Vernéa, une zone où le département, la communauté des communes a mis 40 ans à moderniser son système de gestion, de valorisation des déchets. Un site comme Mbebes, aujourd'hui a été transformé en montagne. En une montagne naturelle, environnementale, avec tous les arbres qu'il faut, mais avec un dispositif de méthanisation, de création de gaz, de biogaz qui est valorisé et vendu et qui crée de l'énergie. Aujourd'hui, l'incinération des ordures sur Rebeuss, ce week-end, on a vu sur les réseaux sociaux un pilote d'un avion qui est rentré de Saint-Louis, qui a filmé. Je l'ai vu aussi. Cette fumée qui se dégageait de ce tas d'ordures. Je l'ai vu, mais ça ne se règle pas en 2 jours. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, la bonne nouvelle, c'est que l'État du Sénégal a formulé un programme qui s'appelle le Promojet et qui prévoit la restructuration de Mbebes, comme la Banque mondiale a eu à le réaliser à Bakou, en Azerbaïdjan, c'est restructurer Mbebes, le travailler de façon à ce que ce soit une décharge écologique et que les émissions d'énergie, les émissions de biogaz puissent être utilisées pour la création d'énergie. L'autre chose, c'est que nous avons aussi d'autres zones qui ne sont pas seulement Dakar. Ce que le Promojet nous apporte, c'est des CIVD, des centres intégrés de valorisation des déchets, avec du matériel qui nous permet de changer la collecte. Lorsque nous collectons, il faut trier. Après avoir trié, il faut sortir la part valorisable et le mettre dans l'économie des déchets. Permettre à ce que le Sénégal arrive à valoriser ses déchets, comme l'Éthiopie le fait, avec un centre qui permet de produire de l'énergie, mais aussi valoriser tout ce qui est organique, mais aussi valoriser Ça veut dire quoi ce projet d'il y a un peu plus de 15 ans, projet d'enfouissement technique des ordures de Ngahor? Oui, c'est un très bon projet, mais finalement, qui n'a pas abouti. Pourquoi? Parce que dans tous ces projets, il faut de l'accompagnement social. Il faut pouvoir expliquer aux populations que la gestion des déchets est un facteur créateur d'emploi, que c'est un facteur aujourd'hui qui peut être fait dans des conditions environnementales. Ce sont les habitants qui ont refusé. Oui, ce sont les habitants. Mais à l'époque, peut-être qu'on n'a pas su leur expliquer quel était l'intérêt d'avoir un centre d'enfouissement au lieu d'avoir une zone de décharge. Donc, dans le programme Zéro Déchet, il y a ces 7 zones du Sénégal où l'État du Sénégal va implanter des CIVD et ces CIVD auront des fonctions de tri,
de traitement, de valorisation, mais aussi en attendant d'ici ces 5 prochaines années que le Promojet aboutisse avec la Banque mondiale, avec la Banque européenne d'investissement, avec l'ACID, c'est-à-dire la coopération espagnole et l'AFD. Pendant ce temps, le programme Zéro Déchet va essayer de mettre en place des solutions intermédiaires à l'entrée de toutes nos villes à l'intérieur du pays. Vous le voyez, il y a énormément de déchets. Il faut éduquer les gens. Ce n'est pas seulement une question de set-setal. Il faut une campagne de sensibilisation. C'est-à-dire, c'est une chose d'avoir des problèmes, mais c'est aussi une chose d'avoir un leader ou un responsable politique qui puisse vous dire, ça y est, c'est fini, on siffle la fin de la récréation et il faut trouver des solutions à ces problèmes-là. Et aujourd'hui, avec le Promojet, nous aurons une bonne partie de ces solutions. Pouvez-vous alors nous donner une nouvelle date, mais qu'on espère ferme et définitive, pour la fermeture de la décharge de Mbobes? Mais vous savez, moi, j'ai pris une décision, c'est de ne plus me mettre dans des jeux de date ou autre. Aujourd'hui, le dossier du Promojet doit passer au conseil d'administration de la Banque mondiale en février 2020. Après cela, il y a des procédures de passation de marché à l'international qui doivent nous permettre d'arriver à avoir maintenant des prestataires et ces infrastructures. Ça va prendre 3-4 ans peut-être, mais en attendant, il y a des solutions que nous allons mettre en œuvre. Mais je ne vais pas vous dire ici que dans 2 ans, on va régler le problème de Mbobes. Mais on va initier le processus qui va nous permettre d'y arriver. 4 ans, 5 ans encore d'attente de catastrophes écologiques et de problèmes de santé pour tous ceux qui habitent autour de Mbobes. Ça fait presque 40 ans que nous attendons. Donc 4 ans, 5 ans, d'abord, il faut d'abord avoir le courage d'initier des programmes comme ça. Il faut avoir l'intelligence d'initier des programmes comme ça. Et je pense que c'est tout le mérite du président de la République d'avoir mis cela dans son programme, ce qui n'est pas le cas des autres candidats qui n'ont pas ce type d'approche sur les affaires environnementales. Abdou Karim Fofana, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, est notre invité devant le grand jury de RFM. Vous êtes aussi un homme politique, jeune homme politique. Êtes-vous un militant du renouvellement immédiat du personnel politique sénégalais? Vous savez, moi, j'ai une philosophie de vie. Je ne crois pas à l'immédiateté. Vous avez vu dans les réseaux sociaux et dans les médias, tout le désastre causé par la philosophie de l'immédiateté de l'information. On veut toujours informer tout de suite. On veut toujours changer tout de suite. Moi, je pense qu'il faut savoir donner du temps au temps. Il faut savoir construire dans la durée. C'est différent pour vous, homme politique, parce que dans cet espace politique-là, on voit de dinosaures et de vieux briscards qui sont là depuis 50 ans, qui ne laissent pas la place aux jeunes. Non, mais je pense que il nous appartient à nous, les jeunes, de construire notre chemin, mais aussi dans la sagesse, dans la responsabilité. Moi, je vois aujourd'hui beaucoup d'hommes politiques de ma génération se bousculer, mais dans des formes qui ne nous honorent pas du tout. Par exemple, je vous donne un exemple. Je suis un déçu par exemple de Ousmane Sonko. Au départ, j'ai regardé sa trajectoire en me disant au moins peut-être un homme politique qui va apporter de la fraîcheur. On s'attendait à du renouveau et des valeurs. Mais qu'est-ce qu'on a depuis? Mensonges et manipulation. Que nous a-t-on pas dit sur la question des impôts payés par les députés? Ils payent 1500 francs d'impôts. Toujours des allégations sans une preuve. Le doyen Mamadou Diop Decroix, qui est peut-être un de ses alliés, nous a montré que les députés ne payaient pas cela. Et on fait même pire pour un fiscaliste ou pour un juriste, c'est de faire la différence ou l'amalgame entre un salaire et une indemnité. C'est différent. Donc, que nous a-t-on pas dit sur le gaz sénégalais qui aurait été vendu ou livré pieds et poings liés à la France? Faux encore. Des mensonges. Total a payé peut-être pour un bloc d'exploration et de recherche au Sénégal le prix le plus cher pour une multinationale. Et malgré tout, ils ont investi 100 milliards de francs au Sénégal et on n'a pas eu, Total n'a pas eu de recherche concluante pour ces investissements. Donc, faux encore pour Sonko. Que nous a-t-on pas dit sur nos ressources, nos minerais de la Falémé? On nous a dit aussi que notre fer a été livré, poings et pieds liés, à la Turquie pour leur faire plaisir. Faux encore, Sonko est venu après nous dire que c'est Pierre Goudiaby Atepa qui l'a induit en erreur. Donc quand on veut être un homme politique sérieux, il faut aussi ne pas avoir de légèreté. Il faut avoir des valeurs. Il faut peut-être qu'on conjugue au passé cet adage politique qu'on nous a souvent servi. Ousmane Sonko est l'homme politique aujourd'hui qui vous apporte une très grosse opposition. C'est la réalité du terrain. Mais vous savez, une opposition ne vaut que par son sérieux. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'on remette au calendrier grec cette phrase qu'on nous a toujours servi en politique. La fin justifie les moyens. Il faut que nous, jeunes hommes politiques, qu'on sache
qu'il faut dire la vérité, quoi qu'il nous en coûte, première chose. Deuxième chose, un tissu de légèreté ne saurait habiller un président fiable. Il faut avoir de la rigueur. Et j'en appelle aussi à vous, les journalistes. On dirait que vous avez une rigueur sélective. Tout ce que dit les tenants du pouvoir, vous le passez au peigne fin. Vous faites même du fact-checking. C'est quelque chose de très bien. Quand je dis qu'il y a 7% de communes sénégalaises qui disposent de plans d'urbanisme de détail, on va voir, on le passe sous le scanner. Mais quand les opposants affirme des choses gratuitement sans en donner la preuve, j'ai l'impression souvent que vous rasez les murs. Donc il faut aussi une équité, il faut aussi une équité dans le traitement des hommes politiques. En même temps, vous n'avez pas le droit de mettre tout le monde dans le même panier. Non, je parle de la profession, puisque souvent on parle des politiciens. J'ai beaucoup de respect pour vous et votre profession, vous le savez. J'ai un grand frère journaliste. J'ai pas de problème pour ça. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'on ne peut pas avoir une rigueur sélective. Si nous voulons que notre démocratie avance, il faut beaucoup plus de sérieux dans le traitement de l'information. Comme celui sur les contrats pétroliers, l'opinion, les médias, l'opposition, le pouvoir, tout le monde attend que sur certains sujets évoqués et mis sur la table du juge, que les Sénégalais soient éclairés. Il faut ça aussi, que ça se fasse, non? C'est d'une chose d'attendre que les Sénégalais soient éclairés. Mais ce fut aussi une chose d'avoir le courage de laisser la justice faire son travail. Et je pense que le régime en place l'a fait. Nous avons parlé de l'affaire Petro-Tim. Qu'est-ce que le président a fait? Laisser ce dossier à la justice. Nous parlons aujourd'hui de 94 milliards. Même chose, on laisse. Et il faut aussi saluer une chose. On a toujours eu une culture au Sénégal. Quand il y a des procès ou des décisions de justice qui concernaient des hommes politiques, on a toujours tendance à demander des privilèges. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Alors que les Sénégalais lambda, eux, ils ont droit à une justice dure, une justice lente et une justice qui ne leur fait pas de privilèges. Donc aujourd'hui, il faut saluer cette démarche-là. À chaque fois qu'il y a des problèmes, il faut laisser la justice faire son travail. Je vous demandais tout à l'heure si vous étiez un militant du renouvellement immédiat du personnel politique. J'enchaîne avec cette autre question. Avez-vous des ambitions politiques immédiates? Mais mon ambition politique, c'est de réaliser les missions pour lesquelles j'ai été nommé. N'oubliez pas que je n'ai pas encore eu le privilège d'être un élu. Je suis de la commune de Fann Point Amitié et j'y travaille avec tous mes amis de ma coalition Benno Bokk Yakaar. Pour l'instant, je suis une personne qui a la confiance d'une personne élue, qui est le président de la République, et je dois tout faire pour mériter cette confiance et faire en sorte que les politiques publiques sectorielles qui m'ont été confiées ne souffrent d'aucun dysfonctionnement et que les résultats soient au rendez-vous. Seriez-vous intéressé par une candidature à la mairie du Point-E, votre fief, ou à celle de la ville de Dakar, la grande mairie? Mais moi, je pense qu'il y a un temps pour le travail et un temps pour la politique politicienne. Moi, ce que je veux, c'est d'être toujours dans le tempo qu'il faut. Aujourd'hui, nous sortons d'une élection présidentielle. Ça fait 8 mois qu'un nouveau président est élu. Je ne veux pas participer à une entreprise de divertissement des Sénégalais. Tous les mois, toutes les semaines, qu'il y ait un nouveau sujet politique qui nous détourne de ce qui est le plus essentiel. Je suis un militant. Il ne faut pas non plus inventer de fausses histoires. C'est partout comme ça dans tous les pays du monde. Les actualités politiques sont presque tous les jours à la une. Pas de faux débats non plus. Oui, mais il faut savoir aussi se concentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire, il ne faut pas que nous divertissions les Sénégalais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes Sénégalais qui attendent le million d'emplois promis par le président de la République. Il y a beaucoup de Sénégalais qui attendent que leur cadre de vie soit amélioré. Il y a beaucoup de Sénégalais qui attendent que le logement leur soit disponible et qu'ils puissent payer 60 000 francs par mois pour un million d'emplois. Dans son septennat, son premier mandat, il en avait promis 500 000 et il les a réalisés. De sérieux doutes ont été mis sur la réalisation de... Quand il y a des statistiques, quand il y a des chiffres qui sont annoncés, ce n'est pas aux journalistes que vous êtes ou à moi, l'homme politique, d'attester ces chiffres-là. Ce sont les statistiques du travail. Et les statistiques du travail démontrent qu'il y a eu 500 000 emplois créés entre 2012 et 2019, hors emploi agricole et hors emploi saisonnier. Alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a tous ces jeunes qui nous attendent sur ces questions essentielles. Alors, pourquoi je veux me mettre aujourd'hui à parler de candidature dans ma commune alors que le dialogue national, le dialogue politique est en cours? On est en train de voir à quelle date on pourrait tenir ces élections. Lorsque les sujets politiques arriveront, vous nous entendrez et vous nous entendrez bien. Il y a ce débat inévitable sur les interrogations autour des intentions de Macky Sall. L'actuel président de la République va-t-il se limiter à 2 mandats? Aujourd'hui, moi je refuse, et vous allez me dire que je ne suis pas original, mais je refuse de participer à cette entreprise de distraction des Sénégalais. Comment pouvez-vous comprendre
qu'un homme politique qui vient d'être réélu à la tête de son pays, 8 mois après, et même 2 mois après, parce que après la prestation du président en avril, nous avons eu ce débat-là au mois de juin aussi. Et aujourd'hui, au mois d'octobre, ça revient, au mois de novembre, ça va revenir. Donc moi, je refuse de participer à cela. Aujourd'hui, les préoccupations des hommes politiques doivent tourner autour des missions que nous ont confiées les Sénégalais. Moi, quelquefois, j'ai l'impression qu'il y a 2 Sénégal qui se font face. Le Sénégal du développement, le Sénégal de la responsabilité, ceux qui veulent que le pays avance, qu'on ait plus de croissance et qu'on distribue cette croissance de façon équitable. Mais Babacar, en face, nous avons un Sénégal de l'irresponsabilité, un Sénégal de l'insouciance, des personnes qui veulent imposer la campagne électorale permanente, la politique politicienne permanente. Je suis désolé, mais je ne peux pas participer à cette entreprise-là. On ne peut pas empêcher l'opinion de se poser ces questions-là d'ores et déjà, même si on est... Babacar, quelle opinion? Mais cette opinion qui... Le microcosme, vous voulez parler du microcosme politico-médiatique? Je n'ai pas d'instrument pour entre mesurer... RFM et autres. Je n'ai pas d'instrument pour mesurer la largeur de cette opinion-là. Si vous aviez un élément pour mesurer... On est à 4 années de cette élection présidentielle. C'est légitime que cette opinion-là pose ce débat-là maintenant pour être à l'abri de mauvaises surprises. On a vu tout ce qui s'est passé avant, ici au Sénégal. On a vu ce qui se passe en ce moment dans la sous-région ouest-africaine, pour être précis. Mais Babacar, ces pays sont à la veille des élections. Ils sont à 1 an des élections. Mais à 8 mois après la réélection d'un nouveau mandat, qu'on ait un programme, le 5-3-5, du président de la République, que les gens attendent que le Sénégal soit redoté en forêt, que les Sénégalais attendent que le logement soit accessible, que les Sénégalais attendent que leur commune soit plus propre, que les Sénégalais attendent que l'économie solidaire marche. Vous voulez que je verse dans ce débat qui n'a aucun sens pour les Sénégalais? Moi, je veux savoir, est-ce que vous, par exemple, ça vous intéresse de savoir dans 4 ans qui va diriger le groupe GFM? J'imagine que vous avez beaucoup de journaux télévisés et radios à préparer. Donc ce n'est pas votre quotidien. Ce n'est pas forcément une comparaison pertinente. Au Bénin, on modifie la Constitution, une partie de la Constitution qui dit clairement que le président public n'a pas le droit d'avoir 2 mandats dans sa vie. À combien d'années des élections? Pourquoi on n'a pas été précis dans la réécriture de notre Constitution qu'on a soumise à référendum en 2016? Les questions constitutionnelles ont été réglées au Sénégal. Aujourd'hui, ce qui vaut pour le Sénégal, ce sont des questions de développement. Je pense que je serais irresponsable aujourd'hui de venir devant un plateau télé et d'animer un débat sur des questions qui n'intéressent pas les Sénégalais. Le jour où vous aurez les évaluations qui montrent que les Sénégalais s'intéressent à ce sujet, je pourrai venir m'exprimer sur le sujet. Mais aujourd'hui, moi, je note tous les jours dans mes échanges avec les Sénégalais qu'ils veulent savoir le logement. Ils veulent savoir l'emploi. Du fond de cette opinion-là, on entend un raisonnement qui est permanent, Doukofi Defé, s'adressant à Macky Sall au sujet du 3e mandat. Attention. Vous savez, il y a des débats qui ne dépassent même pas la Médina, qui sont dans l'immeuble de la RFM. Lorsque vous sortez de Dakar, lorsque vous allez au-delà de Rufisque, il y a des gens qui reçoivent le journal peut-être le lendemain. Ils ont d'autres préoccupations. N'oubliez pas qu'entre 2012 et 2019, on est passé de 20% de Sénégalais qui avaient une assurance maladie à 50%. Il y a 50% d'autres Sénégalais qui attendent cela. N'oublie pas qu'on n'a que 40% des Sénégalais dans le monde rural qui ont accès à l'électricité. Il y a 60% du monde rural qui attend l'accès à l'électricité. Je ne voudrais pas divertir les Sénégalais. Mon combat et le combat du président de la République, c'est de faire en sorte que ces accès universels-là puissent aller dans le sens des préoccupations des Sénégalais, mais ne pas aller dans des débats qui ne nous avancent en rien. Abdou Karim Fofana, cet enthousiasme à votre nomination à la tête de ce ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, enthousiasme, ces opérations notamment des rues de Dakar qui s'est affaissé. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne s'est affaissé. Nous sommes en face de la réalité de la vie politique. Il y a des moments où il faut lancer les choses, mais il y a des moments aussi où il faut faire face à la réalité des choses et il ne faut pas s'en cacher. Ce n'est pas une mission facile, mais nous sommes toujours à la tâche. Je vous l'ai dit, sur Sandaga, nous n'avons pas reculé. Nous travaillons toujours, mais avec quand même une dimension de sagesse qui nous permet de ne pas utiliser le bulldozer là où le dialogue est possible. Sur la question du désencombrement, nous avançons petit à petit. Vous avez vu ce qu'on a fait dans les rues de Dakar, mais il nous faut aussi
aménager les espaces que nous libérons. Et nous avons pris ce ministère-là en cours d'année budgétaire. Il nous faut nous organiser de façon à avoir davantage de moyens financiers pour pouvoir travailler sur ces sujets. Il y a une belle initiative aujourd'hui d'un certain nombre d'entreprises qui nous contactent pour mettre en œuvre leur RSE dans le cadre de nos opérations. Et cela est très salutaire. Nous avons toujours cet engouement des Sénégalais autour des questions de cadre de vie, d'hygiène publique. Votre ministère, les matières que vous gérez sont des matières transversales qui touchent même le travail d'autres ministères. On a terminé cette saison de pluie. Constat, beaucoup de problèmes encore et toujours d'assainissement, les éternels problèmes. Oui, mais vous savez, ce sont des problèmes, je ne veux pas le dire souvent comme ça, dont nous héritons aussi. C'est-à-dire, nous sommes en 2019, mais le Sénégal, c'est peut-être 60 ans aussi de négligence sur un certain nombre de problèmes infrastructurels. Vous avez vu que le président Macky Sall... Ça dit ça vos camarades du PS avec qui vous partagez le gouvernement. Oui, mais vous savez, il faut accepter la vérité aussi. Le PS d'il y a 40 ans n'est pas le PS d'aujourd'hui. Moi-même, mon père était un grand responsable socialiste. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que nous ne sommes plus à une période d'ajustement structurel. Peut-être que nous avons les mains plus libres. Mais attention, il faut saluer le dynamisme du président sur ces questions. Beaucoup d'hommes politiques n'ont jamais voulu venir sur le terrain, par exemple, des canalisations, des investissements sur les assainissements, parce qu'on disait que ça ne faisait pas élire. Et le président de la République a mis en place un plan décennal de lutte contre les inondations avec plus de 200 milliards investis dès le début de son mandat. Et il fallait le faire parce qu'il y a d'autres personnes qui ne voulaient pas cela. Donc aujourd'hui, ce sont des questions que nous traitons avec la planification urbaine, mais aussi l'aménagement. C'est très important. Quand nous donnons à un promoteur, par exemple, du foncier gratuitement, que nous tirons des communes, nous leur exigeons quand même un minimum d'accompagnement de ces communes afin qu'il n'y ait plus ces problèmes et ces intempéries qui impactent la vie des populations. Dernier chapitre de cette émission, comment réagissez-vous à la nomination d'Aminata Mbengue Ndiaye à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales en remplacement de Feu Ousmane Tanor Dieng? Jusqu'ici, Aminata Mbengue Ndiaye était votre collègue au gouvernement, il était ministre de la Pêche, remplacé par Ali Ndoye, un autre PS d'ailleurs. Oui, ce sont des gens pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Madame Aminata Mbengue Ndiaye, j'ai été au collège de la cathédrale avec ses enfants. Donc nous avons un peu grandi ensemble. C'est une dame que je respecte beaucoup, une dame aussi d'une hauteur politique très importante. Ça montre aussi l'ouverture du président de la République à respecter, à donner aussi de la considération à ses alliés politiques. Vous savez, depuis 2012, nous avons la coalition politique qui a le plus duré. Donc ça veut dire qu'il y a du respect, qu'il y a mutuellement de l'écoute et de l'échange, et c'est la raison pour laquelle nous y arrivons. Le maire Ali Ndoye, monsieur le ministre Ali Ndoye, je le félicite aussi, puisque c'est un homme avec qui je travaille beaucoup sur les questions d'hygiène publique et de cadre de vie. Et d'ailleurs, on devait signer mardi prochain un protocole qui doit nous permettre de prendre Dakar Plateau comme une zone pilote d'application des mesures issues des politiques d'hygiène publique et de cadre de vie. Donc je le félicite, c'est mon nouveau collègue et nous aurons beaucoup de choses à faire ensemble.